Bien, bienvenue à tous. Merci d'être si nombreux pour ce débat consacré au climat. Ça prouve bien que le sujet n'est pas encore épuisé, loin de là. Puisqu'on est dans l'esprit de la COP21, voulez-vous quelques bonnes nouvelles du Bourget? Mais je n'en ai pas. Vous rêvez? Si, j'en ai. On est arrivé au Bourget avec un texte de 55 pages. On avait dit on va pas faire comme à Copenhague où il y avait 200 pages, je crois, de texte. On va faire un texte très resserré de 20 pages. On est arrivé, on en avait 55. Hier soir, il y avait 50 pages. Et nous, gros progrès ce matin, on est passé à 46 pages. Et il en faut 20 d'ici demain midi, quand le nouveau texte de projet d'accord sera remis à Laurent Fabius. Bref, ça avance lentement, mais on verra. On n'est qu'à la moitié de la négociation. On peut se raccrocher à ça. Et puis à partir de lundi, les ministres arriveront. Il faudra certainement qu'ils donnent une impulsion décisive si on veut que cet accord de Paris corresponde à quelque chose. Pour en parler, Christine Barguin, qui est directrice RSE du groupe La Poste, Stéphane Dédéian, qui est à sa gauche, directeur général délégué de Generali France, Romain Ferrari, qui est directeur général du groupe Serge Ferrari et président de la Fondation 2019. Myriam Maestroni à mes côtés, fondatrice d'Économie d'énergie. Christian Deperduy, tout en bas, tout au bout là-bas, qui est donc professeur à Paris-Dauphine, et on va reparler avec lui du titre de la conférence dans un instant. Et puis Bertrand Zwiderski, qui est directeur RSE du groupe Carrefour. Alors, le climat à quel prix? C'est aussi le titre du dernier livre de Christian Depertuis, écrit avec Raphaël Trottignon, c'est chez Odile Jacob. Un livre percutant, clair, net et précis, et notamment sur ce qui fera de la COP21 un succès ou un échec, un de plus, pourrait-on dire, dans les négociations. Donc, on va introduire notre débat avec quelques points de repère. Avant d'entrer dans les détails, Christian, une question simple. Pourquoi est-ce si important à vos yeux de donner un prix non pas au climat, mais au carbone? Là, ok. Merci Jean-Louis, merci de votre invitation. Alors, je crois que pour bien comprendre les choses, bon, Jean-Louis vous a dit, le problème c'est de passer de 55 pages à 20 pages. Il y a peut-être une question subsidiaire, c'est qu'est-ce qu'on met dans les pages? Bon, et je ne sais pas si beaucoup d'entre vous ont lu les 55 pages, moi je les ai lus. Bon. Et je crois qu'il est utile de comprendre qu'est-ce qui se négocie aujourd'hui. Bon. Vous savez tous qu'avant la COP21, il y a eu un dispositif qui a été mis en place dans lequel chaque pays a transmis au secrétariat des Nations Unies ce qu'on appelle les contributions nationales désignées, qui sont en gros la politique climatique qui sera suivie dans chaque pays dans les 20 prochaines années. Donc on a eu jusqu'à présent une négociation qui a tourné sur les... Je n'ose pas dire les engagements, car ce ne sont pas des engagements, c'est sur les objectifs, voire sur les intentions des États. Nous avons eu, vous l'avez tous remarqué, en début de COP, un grand ballet des grands de ce monde qui ont tous fait naturellement des déclarations positives sur l'urgence d'agir sur le changement climatique. Et là, il y a un petit changement de scénario par rapport aux COP habituelles, puisque habituellement, on fait plutôt venir les chefs d'État à la fin. Et là, le choix a été fait par la présidence française de faire venir les chefs d'État au début. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose? On verra ça la semaine prochaine. Maintenant, il faut bien être conscient qu'on est en train de passer d'une négociation où on a focalisé sur les intentions à une négociation où on va négocier sur les instruments. Et il y a 3 types d'instruments sur lesquels on va discuter, enfin sur lesquels on discute. Le premier, il est absolument essentiel dans tout accord international, c'est sur le système de mesure et vérification. Vous savez que lorsqu'on veut faire un accord environnemental important et efficace, il faut se mettre d'accord sur un système commun de mesure et vérification sous l'égide d'un
juge de paix indépendant. Le juge de paix, c'est qui? Ce sont les Nations Unies, sous notamment l'autorité du GIEC, qui fournit une autorité scientifique. Et le premier enjeu de ce qui se discute à l'heure actuelle entre les négociateurs, c'est allons-nous déboucher dans un peu plus d'une semaine sur une framework, hein, comme on dit, une structure globale dans laquelle l'ensemble des 195 pays vont accepter de rentrer pour rendre compte de leurs émissions, pour calculer leurs émissions d'une façon incontestable et homogène et pour rendre compte des efforts qu'ils font. Ça, c'est le premier niveau des instruments. Il y a un deuxième type d'instrument qui est en cours de négociation, dont on parle pas mal à l'extérieur, qui est l'instrument financier. Car nous savons tous qu'il n'y aura pas d'accord possible à Paris si on ne crédibilise pas une promesse qui a été faite à la fin de la conférence de Copenhague de transférer 100 milliards de dollars par an depuis les pays riches vers les pays moins avancés. Cet enjeu des 100 milliards empoisonne la négociation climatique depuis 2009 et pas plus tard qu'il y a 3 semaines à Bonn, dans une réunion préparatoire de cette COP, eh bien, on a vu qu'il y avait encore des différends très importants sur ces 100 milliards. Et puis il y a un troisième type d'instrument qui est très important, ce sont les instruments économiques. Car nous savons tous que les États ou les gouvernements, si ils s'engagent, ce n'est pas eux qui vont réduire les émissions de gaz à effet de serre, ce n'est pas eux qui vont inventer les business models de demain qui seront bas carbone, ce sont les acteurs de l'économie, qu'il s'agisse des entreprises, qu'il s'agisse des collectivités territoriales, qu'il s'agisse des consommateurs, des citoyens, etc. Et dans ces instruments économiques, eh bien, les économistes dont je fais partie ont la faiblesse de penser qu'il y a un instrument qui domine tous les autres si nous voulons faire la transition vers une économie bas carbone. Cet instrument, c'est le prix du carbone, le prix du CO2. C'est la raison pour laquelle j'ai intitulé mon ouvrage « Le climat, à quel prix ?» Alors, qu'est-ce que ça veut dire le prix du CO2 ? Je ne vais pas être long du tout et je ne vais pas être technique, surtout pas. Je vais vous le présenter sous une forme très imagée. L'économie mondiale aujourd'hui, elle tarifie le carbone qui est sous nos pieds. Chaque fois que nous transformons un stock d'énergie fossile en énergie, eh bien, on donne un prix à ce carbone. Ce prix, c'est le prix du pétrole, c'est le prix du charbon, c'est le prix du gaz. Et les marchés internationaux fonctionnent à partir de ces prix et les acteurs économiques prennent leurs décisions en fonction de ces prix. Le carbone qui s'accumule au-dessus de nos têtes dans l'atmosphère et dont le stock contribue au dérèglement climatique, eh bien notre économie ne le tarifie pas, ou très peu. Et donc, depuis le début de la révolution industrielle, nous avons construit un système économique qui repose sur la gratuité de l'usage de cette atmosphère. Pire, si je regarde aujourd'hui dans le monde, je vois que pas loin de 500 milliards de dollars par an sont dépensés par un certain nombre de gouvernements, et pas uniquement en Indonésie ou de l'autre côté du monde, hein, en Allemagne, en Irlande et dans une moindre mesure en France, notre argent public continue à être utilisé pour subventionner l'usage des énergies fossiles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le cadre des valeurs qui s'échangent dans le monde aujourd'hui, en réalité, nos règles économiques donnent une valeur négative à la protection du climat, puisque notre système économique incite plus à développer et utiliser des énergies fossiles qu'à réduire l'usage de ces énergies fossiles et à basculer le plus rapidement possible vers des énergies renouvelables. À mes yeux, l'enjeu majeur de la COP21, qui peut se décliner de multiples façons, y compris au sein des entreprises par l'utilisation d'un prix du carbone dans les choix d'investissement, c'est de basculer de ce système économique dans lequel nous donnons une valeur zéro à la protection du climat en ne mettant pas un coût associé à l'usage des énergies fossiles et donc en ne mettant pas dans l'économie un coût des dommages climatiques associés à chacune de nos émissions, vers une économie où demain,
le prix du carbone doit devenir la balise principale qui indique à un nombre croissant d'acteurs économiques quel est le coût du dommage climatique associé à ces émissions de gaz à effet de serre. Et lorsqu'on aura basculé d'une économie où on tarifie uniquement le carbone d'en bas, le carbone qui est sous nos pieds, vers une économie où le prix du carbone d'en haut, celui qui dérègle le changement climatique, a une valeur qui devient déterminante, eh bien vous verrez que l'ensemble des choix économiques qui sont faits de par le monde seront complètement différents et permettront de sortir de cette économie où, je le rappelle aujourd'hui, 80% de nos sources d'énergie dans le monde proviennent des énergies fossiles. Merci de votre attention. Merci Christian. Merci Christian. Avant de donner la parole aux intervenants, et on vous donnera bien sûr l'occasion de vous exprimer tout à l'heure, Christian, je voudrais citer un extrait du livre. Un accord international ambitieux doit modifier ses règles du jeu pour permettre la valeur du climat, pour remettre la valeur du climat au cœur du fonctionnement de l'économie afin de réorienter les flux d'investissement et de consommation. On a l'impression, quand on écoutait cette première intervention, que finalement c'est facile, mais c'est tout sauf ça, ça va être extrêmement compliqué. C'est une vraie révolution qu'il faut accomplir, Christian. Alors, ce qui est compliqué... J'ai combien 3 minutes pour répondre à ta question? Voilà. 3 minutes, voilà. Bon. Il y a un truc très simple qu'il faut comprendre, qu'on peut expérimenter aussi bien à l'échelle nationale qu'à l'échelle européenne, qu'à l'échelle internationale. Lorsque on se pose la question de l'introduction d'un prix du carbone, en réalité, souvent les gens pensent quel niveau il faut mettre et qu'est-ce que ça va faire sur les émissions. Les politiques, les acteurs de l'économie, les acteurs sociaux, ils ne voient pas ça du tout sous cet angle. C'est qu'à partir du moment où vous introduisez une nouvelle valeur dans l'économie, qui est celle associée aux émissions de gaz à effet de serre, vous allez modifier quelque part la répartition des revenus. Et donc la question, c'est qui paye et qui gagne. Et ça, c'est extrêmement difficile. Je vous donne 2 illustrations. La première illustration, c'est en France, lorsqu'on préside un comité pour la fiscalité écologique, ce qui était mon cas il y a quelques années, j'en ai démissionné depuis, et lorsqu'on discute avec les parties prenantes sur comment est-ce qu'on peut rentrer une valeur carbone dans la fiscalité. On parle très peu du prix du carbone, on parle très peu de l'effet du prix du carbone sur les émissions de gaz à effet de serre. On parle de à quelles conditions sociales on va accepter cette tarification, quelles sont les entreprises qui vont accepter de payer, jusqu'où on va pouvoir aller. Donc c'est un problème de distribution. Quel est l'enjeu de la COP sous cet angle-là? Très simple. On émet aujourd'hui à peu près 50 milliards de tonnes d'équivalent CO2 dans le monde. Par an. Je mets un prix du carbone de $20 la tonne de CO2, et je fais l'hypothèse que l'intégralité de ces 50 milliards sont soumis à la tarification du carbone. Je crée 1000 milliards de dollars. Question posée à la COP, comment est-ce que je répartis ces 1000 milliards de dollars entre les pays riches, entre les pays pauvres, entre les pays émergents, qui sont aujourd'hui au cœur de la négociation, car on sait tous que l'issue de la COP dépend très largement de ce que fera la Chine, et les pays pétroliers, charbonniers, gaziers, qui ont fondé leur prospérité sur ces énergies fossiles. Donc vous voyez bien que qu'est-ce qui est très difficile dans la tarification du carbone, c'est que si on met en place une véritable tarification du carbone, on va en réalité créer une nouvelle valeur et qui va modifier la répartition des revenus entre les différents acteurs économiques. Et ça, c'est plus un problème écologique, c'est un problème d'économie politique. Et c'est un problème de justice. Ce n'est pas uniquement un problème d'efficacité, c'est un problème de justice. Qui va bénéficier, qui va être compensé, qui ne va pas être compensé. Et si, par exemple, demain, souvent on dit, les gens imaginent que, par exemple, l'Inde ne veut absolument pas rentrer dans un accord climatique avec un prix du carbone. Si demain vous dites, sur les 1000 milliards de dollars, je les répartis à égalité per capita, demain l'Inde signe. Ça lui fait un transfert de revenus énorme. Et qui ne veut pas signer un accord comme ça? Nous, les pays riches, pas les pays pauvres. Donc vous voyez que derrière la question du prix du carbone, il y a une question fondamentale d'équité
et en gros de rapport entre les riches, les pauvres et les émergents. Merci beaucoup Christian. On va prolonger ces échanges tout à l'heure, bien sûr. Tu parlais des pays pauvres. Le ton est quand même en train de sérieusement monter au Bourget. Le G77, qui, comme vous le savez, réunit en fait 135 pays, a dit ce matin, ça va casser ou ça va passer avec la finance sur cette COP. Donc c'est une donnée qui est complètement essentielle. Avant de discuter, on va faire un tour de table pour voir comment finalement les uns et les autres apprécient ce rapport qualité-prix entre les investissements bas carbone et ce que ça peut donner entreprise par entreprise. On va commencer par La Poste avec vous, Christine Barguin. La Poste qui a mené pas mal d'actions depuis un certain temps d'ailleurs. Qu'est-ce que vous avez monté exactement ? Déjà, en fait, La Poste compense intégralement ses émissions de gaz à effet de serre sur toute son offre logistique. Et c'est un levier puissant, en fait, de transformation de l'entreprise vers une entreprise bas carbone. Donc, ça nous a amené à profiter notamment de l'ouverture du marché de l'énergie et donc de l'obligation sur les tarifs professionnels de lancer un appel d'offres, de mettre dans cet appel d'offres la nécessité de nous fournir des énergies renouvelables. Donc, ce qui a été couronné de succès, puisque depuis le 1er octobre, nous avons 2 fournisseurs d'énergie qui nous fournissent en énergie renouvelable. Et ceci nous a même amené une économie, certes légère, mais ça ne nous a pas coûté plus cher par rapport à ce qu'on dépensait compte tenu de la compensation carbone, puisque là, on va éviter des émissions de gaz à effet de serre donc, sur la consommation électrique de nos bâtiments. Donc ça couvre à la fois l'informatique et le management de l'énergie des bâtiments. La deuxième voie, c'est que le transport est un émetteur de gaz à effet de serre très important. Vous savez qu'il en est en France responsable pour une bonne partie. Et nous nous sommes beaucoup investis sur une mobilité différente, et notamment sur l'électromobilité, en développant en fait plusieurs véhicules électriques avec des constructeurs sur lesquels aujourd'hui nous avons par exemple développé avec Renault des véhicules utilitaires légers. Nous sommes à peu près à 5600 véhicules utilitaires légers, donc en Gouzet 2 avec Renault. Nous avons développé des vélos électriques avec divers constructeurs et tout un tas de véhicules un peu intermédiaires entre des 3 roues et des 4 roues, avec Ligier sur des Quadéo et des Stabi, avec Mus sur ce qu'on a appelé le Mouville pour le dernier kilomètre en livraison urbaine. Donc il permet aussi d'arriver à une livraison bas carbone en urbain. On peut s'engager aujourd'hui, d'ici 2020, à livrer les 15 principales métropoles en moyen à faible émission, y compris l'alimentation des plateformes logistiques qui sont à l'intérieur. Et donc, ça nous permet de nous engager sur des réductions de gaz à effet de serre de moins 15% entre 2013 et 2020. On a déjà, et on inclut nos sous-traitants transport dans cet engagement. Ce n'est pas simplement nos propres consommations que nous avons déjà largement réduites. Donc, ça nous permet de progresser vers une économie bas carbone, et également de s'engager auprès des villes et des collectivités à développer en fait un appui à la transition énergétique en fait des personnes, puisque justement le prix du carbone en France, il y a des taxes au travers des taxes pétrolières, il y a différents, puis nous à travers de compensations, il y a différents prix qui sont là. Mais le vrai problème, c'est le risque, c'est pas seulement d'avoir une différence entre les pays pauvres et les pays riches, mais aussi de créer une différence entre les personnes pauvres et les personnes qui sont plus aisées, puisqu'aujourd'hui, comme vous le savez, les plus gros émetteurs de gaz à effet de serre dans l'habitat sont aujourd'hui les personnes les plus pauvres qui n'en ont pas les moyens d'investir dans la transformation de leur logement. Donc on a beaucoup travaillé avec les collectivités pour sortir à la fois une offre bancaire et une capacité à faire des diagnostics et à mettre en relation avec l'ADEME et ceux qui peuvent aider à la rénovation des logements de façon à amorcer la transition énergétique de ces particuliers qui sont en difficulté financière. Alors, vous avez également des actions sur la mobilité. On parle des véhicules électriques notamment, qui peuvent être une solution si l'électricité, évidemment, est décarbonée, ce qui est loin d'être le cas partout dans le monde. Ma question, simplement pour conclure, c'est est-ce que vous êtes gagnant dans tout ça ? Est-ce qu'en achetant, par exemple, des véhicules électriques, vous arrivez sur le plan des finances de votre entreprise à en tirer des bénéfices ? Tout à fait. Bon, aujourd'hui, on a changé de mode de raisonnement dans l'investissement. C'est plus le prix d'achat des véhicules qui compte,
mais ce qu'on appelle the total cost of ownership, c'est-à-dire le coût total de possession du véhicule. Donc, il prend en compte évidemment son prix d'achat, mais aussi son coût d'utilisation. Donc, en passant en plus à des énergies renouvelables qui ne sont pas très chères, voire en se lançant dans de la consommation, dans de la production, ce que nous permet la loi de transition énergétique. On arrive, compte tenu que les véhicules électriques s'usent moins globalement, le moteur est plus simple, que la batterie, quand on pratique l'éco-conduite, a une durée de vie qui finalement s'allonge de façon importante. Aujourd'hui, on peut dire que par rapport à une vision de total coût de possession, on est à égalité avec un véhicule thermique, ce qui nous suffit aujourd'hui. Merci beaucoup. Bertrand Swiderski, même question. Comment une société comme Carrefour peut agir et qu'est-ce que vous faites? Bonjour. Peut-être d'abord, avant de dire comment on peut agir, je voudrais souligner qu'on n'a pas vraiment le choix. C'est le défi du climat, c'est un défi aujourd'hui pour toutes les entreprises. Je voudrais juste vous donner 2-3 exemples de ce que nous, distributeurs comme Carrefour, nous avons comme effet, nous ressentons comme effet des changements climatiques. Une chose très concrète, c'est qu'au Brésil, cette année, c'est plus 40% du coût d'énergie pour nous. Pour une simple et bonne raison, c'est qu'on est dans une 4e année de sécheresse, que les barrages hydroélectriques sont vides et que l'énergie, elle devient plus rare et beaucoup plus chère. Ça, c'est une première conséquence qui est très palpable sur nos résultats. Deuxième chose, on avait prévu l'année dernière 4 semaines de production de tomates de plein champ. On n'a pu en faire que 2 du fait des sécheresses. Aujourd'hui, quand on doit acheter des bananes dans le monde, on doit se poser la question des lieux dans lesquels on a des typhons, des lieux dans lesquels on a des phénomènes violents. Et aujourd'hui, on a des ravages dans les cultures qui font qu'on est obligé de s'adapter. Donc je pense que ce que je voulais dire d'abord, c'est que les entreprises, elles ont un travail, bien sûr, d'adaptation de leur modèle, mais elles ont aussi un travail de réduction. Et je pense que le prix du carbone, c'est un bon outil pour imaginer la réduction. Enfin, la première chose que j'ai envie de dire, c'est que soyons collectifs. Franchement, une entreprise seule, elle ne peut pas avoir la solution. Les solutions, elles doivent être collectives. Un exemple, nos équipes, par exemple, se sont posé la question d'améliorer le taux de valorisation des déchets en magasin. Pour l'améliorer, le déchet qui nous restait à valoriser, ce sont les biodéchets, tous les déchets qui sont organiques. Et ces déchets-là, on les a confiés à Suez Environnement. Suez Environnement nous a proposé de les méthaniser. Après méthanisation, ils ont produit un biométhane. Et ce biométhane nous a permis de faire circuler des camions. Ça a fonctionné pendant 1 an et aujourd'hui, on sera capable de faire fonctionner 200 camions dans les 2 prochaines années. Ça, c'est simple, c'est juste bien faire son métier et c'est des solutions comme ça qu'on doit trouver. Mais une entreprise seule ne peut pas les trouver. Donc le premier message, c'est que bien souvent, les solutions qu'on a à trouver, elles doivent être collectives. Je voulais juste vous poser une question sur cet exemple. Est-ce que le prix du pétrole très bas et donc le prix du gaz aussi handicapent dans ce genre de projet type méthanisation? En fait, est-ce que vous n'hésitez pas à acheter du gaz moins cher que celui issu de la méthanisation? Je peux vous dire qu'en interne, très honnêtement, cette question-là ne s'est pas posée. C'est vraiment pas le sujet. Notre sujet, c'était de se dire, est-ce que c'est une bonne idée pour nous? Est-ce que c'est quelque chose qui va créer de la valeur? Et est-ce qu'on croit en une circulation tout pétrole dans le futur? Vous y croyez, vous? Vous croyez en une multimodalité? Notre client, lui, il croit en une multimodalité. Tout le monde croit en une multimodalité. Ça donne du sens pour tout le monde. Donc, on doit le faire. Enfin, je vous assure que nous ne sommes plus au stade... Je dis souvent, c'est plus la peine de faire des tableaux Excel pendant 3 jours. Il faut prendre des décisions, et cette fois-ci, il faut prendre des décisions qui donnent du bon sens. Faire rouler des camions biométhane, quand on vous le propose, vous le faites. Vous le faites. Enfin, je veux dire, il y a beaucoup de choses comme ça. Alors, je mets un petit bémol, parce que là, je vais venir sur le prix du carbone. À quoi il nous sert, ce prix du carbone? Il nous sert à innover. Il nous sert à ce que nos équipes, elles ne se posent plus la question entre est-ce que je dois fermer les portes des meubles froids ou est-ce que je dois les laisser ouverts? Tout le monde est déjà allé dans un magasin, tout le monde se souvient bien que les magasins, toutes les portes des réfrigérateurs étaient ouvertes. Il faisait très froid. Vous avez certainement vu qu'on commençait à les fermer. Vous imaginez, vous, dans 10 ans, des magasins avec des portes ouvertes? Qui dans la salle s'imagine encore que dans 10 ans, on va regarder les magasins avec des portes ouvertes? Non. On aura fermé les meubles froids. Donc,
Par contre, pour arriver à ça, il faut qu'on ait un mécanisme qui fasse que c'est plus cher d'avoir des meubles ouverts que d'avoir des meubles fermés. Et pour que ce soit plus cher d'avoir des meubles ouverts, il faut avoir mis un prix du carbone. Alors c'est peut-être un peu simpliste, Christian, je suis d'accord, mais un prix du carbone, chez nous, imaginez, on a plus de 10 000 magasins, il faut que ce soit quelque chose de simple, quelque chose qui nous permette d'être sûr que tous nos meubles seront fermés, que nos systèmes de production de froid, vous savez, la production de froid en magasin, ça utilise des fluides qu'on appelle des HFC. 1 kg de HFC, c'est environ 3000 kg de CO2. Donc une toute petite fuite, ça a beaucoup d'impact sur le changement climatique. Nous avons pris la décision, à partir de cette année, de ne plus utiliser de HFC et d'utiliser une nouvelle technologie qui utilise du CO2. Il faut que ce soit systématique. Quand ça, c'est systématique, ça nous laisse la grande opportunité d'innover. Et je pense que le prix du carbone, c'est un formidable levier d'innovation et pour trouver de nouvelles solutions. Voilà, merci beaucoup. Vous lancez ainsi le débat. Pour un assureur, Stéphane Dédéian, qu'est-ce qu'on peut dire sur le prix du climat? Et avec une question simple finalement, est-ce que le climat aussi, ça va nous coûter cher en termes de primes? Alors, nous, on peut répondre d'une façon finalement assez directe à la question du prix du climat, puisque on a dans nos mécanismes d'indemnisation toutes les indemnisations qui sont liées à des événements climatiques, que ce soit la sécheresse, que ce soit les inondations, que ce soit la submersion marine ou les tempêtes. Donc on isole très très bien le coût. Il vient d'y avoir là une étude de l'Association française de l'assurance qui est sortie cette semaine et qui compare le coût de tous ces événements climatiques, de l'indemnisation de ces événements climatiques en France au cours des 25 dernières années. Le chiffre, c'est 48 milliards. Et quand on fait la projection sur la base de toutes les études qui ont été faites par les climatologues de Météo France, etc., de dire quel va être le même coût dans les 25 prochaines années, coût projeté, c'est un doublement, donc c'est 92 milliards exactement. Et dans ce doublement, évidemment, il y a une part qui est totalement mécanique, liée au développement économique et à l'accumulation de richesses sur le territoire, mais il y a toute une part qui est liée au climat et qui est loin d'être négligeable puisqu'elle représente à peu près un tiers de l'augmentation du coût, c'est le climat. Donc nous, on sait mettre un coût, dans notre compte d'exploitation, on sait très bien mettre un coût en face des événements climatiques et de leur intensification. L'autre chose qu'on peut dire aussi, c'est si on se situe de façon un peu prospective, à partir de quel niveau d'élévation de la température, on peut continuer à modéliser ça, à le maîtriser en ayant de l'assurance en face. Grosso modo, pour que nous, on puisse faire notre métier, il faut qu'il y ait un aléa. Alors, si jamais la température augmente d'à peu près 2 degrés, ça, on est à peu près serein sur le fait qu'on reste dans quelque chose de relativement aléatoire, puisque à la température actuelle, si vous voulez, une sécheresse, enfin une canicule de type 2003, c'est une fois tous les 20 ans. À plus de degrés, c'est une fois tous les 3 ans. Et à plus 5 degrés, c'est tous les ans. Et si on a une canicule de type 2003 tous les ans, ça veut dire que c'est plus un aléa, c'est une certitude. Et donc là, à partir de là, l'assurance, nous, on est perdu. Quand ça devient une certitude, c'est hors de notre contrôle. Donc d'où l'importance de toutes ces négociations pour maintenir la température aux alentours de 2 degrés. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on peut modéliser. Mais si vous voulez, pour aller un tout petit peu plus loin, ce qui nous motive et ce qui nous fait nous lever tous les matins chez Generali, c'est qu'on pense que le métier de l'assureur, c'est pas... évidemment, tout le monde a tendance à l'imaginer comme étant le fait de dire on vous indemnise quand vous avez un sinistre. Mais nous, finalement, ce qui nous motive, c'est pas ça. Ce qui nous motive, c'est comment est-ce qu'on peut réduire l'apparition des risques. Et ça nous amène à toutes les politiques de prévention et tout ce qu'on peut faire pour inciter nos clients à avoir des comportements préventifs plus vertueux, parce qu'au fond, ça limite l'apparition des risques eux-mêmes. Et toutes les études faites par les assureurs, les réassureurs, etc., montrent que, en matière de climat, avec des gestes préventifs, donc tout ce qu'on peut faire pour éviter de mettre des marchandises à un endroit qui est inondable, faire attention à l'implantation de son usine, enfin tout un tas de choses comme ça,
on peut réduire le coût des sinistres liés au climat de l'ordre de 65%. Donc c'est absolument colossal. Et nous, on pense que dans la façon qu'on a de discuter avec nos clients sur la façon dont ils appréhendent la façon de faire leur métier, à chaque fois qu'on peut leur expliquer que, au final, c'est un business model qui est plus durable pour eux d'avoir des démarches de prévention, eh ben nous, on est prêts à leur réduire le coût de l'assurance. Et pour faire ça, on a un outil très très simple, qui est une forme de scoring. Donc on fait toute une démarche extrêmement structurée avec nos clients. Ça amène à avoir un scoring autour de la responsabilité sociale et environnementale. Et tous nos clients qui ont une très bonne note, eh ben à ce moment-là, on leur réduit leur prime d'assurance parce qu'on pense qu'à la fois c'est notre intérêt, mais en même temps c'est leur intérêt parce que c'est la durabilité de leur business model qui est bien meilleure. Donc voilà, donc nous, il y a des tas de choses qu'on peut faire, à la fois dans la maîtrise du risque, à la fois dans être capable de mettre un coût en face, à la fois dans son analyse un peu prospective, et aussi et surtout dans un dialogue beaucoup plus responsable avec nos clients pour éviter les conséquences négatives par la prévention, plutôt que d'augmenter le coût de l'indemnisation. Alors, pour être clair, on sait que la température va augmenter, même si c'est limité à 2 degrés. On sait que la fréquence et l'intensité des événements climatiques augmentent et que donc le coût de ces événements climatiques va augmenter. Et donc ça, mécaniquement, ça veut dire que dans la prime d'assurance que chacun d'entre vous paye et qui le couvre contre les conséquences des événements climatiques, bah oui, il va y avoir une augmentation. Et nous, chez Generali, on pense que pour réduire au maximum cette augmentation, il faut qu'on discute ensemble de prévention et qu'on soit des incitateurs de prévention. Juste une dernière question, une précision. Si l'an prochain, dans 2 ans, dans 3 ans, je ne le souhaite pas bien sûr, mais on a une canicule en métropole, on a des phénomènes météo extrêmes dans les Antilles, à La Réunion où vous êtes également très présent, est-ce que vous avez les moyens de payer les dégâts ? Alors ça, c'est évidemment une excellente question, mais ça, c'est le cœur de notre métier, si vous voulez. Le cœur de notre métier, c'est d'avoir un bilan très solide, et on a énormément de règles prudentielles à respecter pour la solidité de notre bilan. On a des règles de dispersion des risques, on a des règles de diversification de nos risques. Et je dirais, au niveau du comité exécutif d'une entreprise comme Generali France, on doit passer, 20% de notre temps à regarder tous les scénarios extrêmes et à vérifier que notre bilan est suffisamment solide pour les absorber, que nos risques sont suffisamment cédés à des réassureurs qui sont les assureurs des assureurs, pour vérifier qu'ils sont bien répartis mondialement et qu'on est capable de faire face à tous nos pics. Et puis, on a aussi de très, très, très importants fonds propres qui sont réglementés avec une loi qui s'appelle Solvabilité 2 qui vient d'entrer en vigueur et qui nous oblige à faire toutes les simulations de cumulation, de cumul de périls, de cumul de risques pour vérifier que notre bilan sait résister et sait se déformer face à ces événements extrêmes. Merci beaucoup. Myriam Maestroni, je voudrais rappeler que vous avez écrit en 2013 le livre « Comprendre le monde de l'énergie 2.0 » avec Jean-Marie Chevalier et autres spécialistes bien connus de l'énergie. Et il vient d'être traduit en anglais d'ailleurs, ce livre. Alors vous êtes vraiment adhérente d'une expression qu'on utilise souvent, la meilleure énergie est celle qu'on ne consomme pas, c'est aussi la moins chère, bien évidemment. Quelles sont les marges de progrès dans ce secteur ? Je pense que tout est à faire, ou beaucoup est à faire dans ce secteur, puisqu'on a parlé de ce qui serait décidé à la COP21 et du niveau international. Il y a bien sûr le niveau européen avec les directives, et la directive, on a beaucoup parlé 3x20, mais finalement, la directive sur l'efficacité énergétique a été publiée fin 2012, et de nombreux pays sont encore en train de voir quoi faire pour mettre en œuvre des moyens de réduire leur consommation d'énergie. Nous avons la France avec la loi de transition énergétique où on nous parle du nucléaire, bien sûr, on nous parle du transport et de la mobilité durable et des 500 000 logements que nous devons rénover par an, puisque, bien sûr, c'est un sujet de fond et c'est le sujet sous-jacent, l'efficacité énergétique. Or, finalement, on se retrouve au 4e niveau, c'est-à-dire vous, moi, nous tous, et les 15 millions de Français, ou les 150 millions d'Européens, qui vivent dans des logements, sans le savoir pour la plupart, si je fais le test et je vous demande de lever la main, qui vivent dans des logements qui consomment 6 à 9 fois plus d'énergie qu'un logement qui serait construit
neuf aujourd'hui avec la réglementation thermique actuelle qui est en France, la RT 2012. Et donc, finalement, comment sait-on ça? On le sait parce que depuis 2006 en France et plus récemment dans un certain nombre de pays, on a ces fameux diagnostics de performance énergétique et quand on va louer ou vendre un logement, on s'aperçoit que si on a un logement classé G, finalement, on va consommer 450 kWh par mètre carré par an, ce qui est énorme puisqu'évidemment, vous avez tous fait le lien avec ce qui était dit entre la consommation d'énergie et les émissions de CO2. Et donc, finalement, notre première motivation devrait être comment réduire notre consommation d'énergie pour les raisons que vous avez évoquées, mais c'est celle qui est finalement la plus ignorée. D'ailleurs, j'ai décidé de l'appeler la cinquième énergie, puisque toutes les énergies ont 4 origines physiques, le soleil, que ce soit de la biomasse, l'éolien, etc., la terre, les énergies fossiles, la lune, le marémoteur, et puis l'atome, et la cinquième énergie qui est disponible partout, et on est avec un potentiel gisement de 20 à 30% dans tous les pays de l'OCDE. On ne pourra pas la taxer, celle-là, si elle est gratuite. Mais écoutez, on a beaucoup de discussions avec Christian. Il se trouve qu'en fait, on s'est attaqué à ce sujet en France depuis 2006, puisqu'il y a eu des mesures par abus, et c'est bien d'être avec Christian à la même table, qu'on a appelé les certificats d'économie d'énergie. Je dis par abus, c'est un peu le marché du CO2 grand public. Pourquoi ? Parce qu'en fait, plutôt que de nous faire tous apprendre, on n'est pas tous économistes et spécialistes du climat, de nous faire apprendre notre empreinte carbone, on nous dit, voilà, vous allez pouvoir faire des travaux de rénovation énergétique, on va les identifier très précisément. Donc si je prends les exemples du logement, mais le sujet a été décliné justement à l'ensemble des sociétés qui ne sont pas aujourd'hui sous les plans carbone, eh bien, il y a plus de 200 opérations identifiées, mais revenons à la maison, puisque c'est quand même un pourcentage significatif, près du quart des émissions de CO2 que le logement, eh bien, il y a 20 opérations que je peux faire chez moi pour moins consommer en chauffage, en eau chaude sanitaire et sur les 6 utilisations de l'énergie que nous avons. Or, ce marché-là, finalement, c'est nous. C'est qui faut-il sensibiliser? Qui décide de faire des travaux? Qui doit bénéficier d'informations simples? C'est nous tous. Et en fait, c'est là où finalement je me réjouis qu'arrivent les nouvelles technologies et finalement le big data, le numérique, parce que comment faire pour comprendre tout ça et permettre à tout le monde de mieux comprendre quoi faire? Parce que déjà de peut-être, je ne vais pas vous dire de vous lever le matin en vous disant « Tiens, si je faisais des travaux de rénovation énergétique chez moi », mais au moins, si vous vous le disiez, savoir quoi faire, par quoi je commence, qu'est-ce que je fais, combien je peux avoir en aide, en éco-prime, puisque c'est la façon de nommer les certificats d'économie d'énergie que nous avons retenus pour le grand public. Et je vois que Bertrand, qui a parlé des différentes choses que faisait Carrefour, n'a pas cité, mais je sais qu'il va pouvoir rebondir dessus, un programme dans lequel la grande distribution s'est engagée, donc Carrefour, et Prime Éco-Travaux Carrefour, et sont des programmes qui sont aujourd'hui très connus du grand public, puisqu'on attend à la radio, tiens, si vous changez votre chaudière, vous pouvez avoir 500 €, ça marche aussi pour l'isolation, etc. Et donc, on s'aperçoit que les grandes entreprises, et finalement celles dont on attendait le moins, a priori, se sont beaucoup engagées en innovant dans une offre client. Alors vous allez me dire, ce qu'on me dit souvent, oui, la grande distribution est distributrice d'énergie, puisque c'est là où on fait notre plein. Il n'empêche qu'il y avait X solutions pour pouvoir se défaire de cette taxe qui est imposée depuis le 2006 et qui oblige les énergéticiens à aider leurs clients à consommer moins, sinon ils doivent payer une pénalité. Et il se trouve que Carrefour, en l'occurrence, et d'autres l'ont fait en faisant bénéficier directement les clients de ce genre d'approche. Et on voit petit à petit d'autres entreprises se mobiliser. Je pense à la BNP qui vient de lancer un site pour accompagner les PME, PMI, une plateforme, ou le grand public pour avoir des prêts qui vont nous permettre de faire des travaux chez soi et rendre les logements moins dispendieux. Merci beaucoup. Romain Ferrari, on va entamer avec vous cette partie prix du CO2. Vous prenez l'exemple, pour défendre cette idée d'un prix, sous une forme ou une autre, vous prenez l'exemple de l'économie circulaire. Il faut savoir que ça va très mal en ce moment.
C'est en raison évidemment du prix du pétrole qui ne facilite pas du tout le tri, le recyclage, parce que les produits issus du recyclage sont plus chers, tout simplement. Oui, l'économie circulaire, c'est un bon exemple pour la France, parce que, en fait, quand on dit que la France émet 500 millions de tonnes par an, on en oublie à peu près la moitié. En fait, on oublie ce qu'on appelle les émissions de consommation. Les émissions de consommation, c'est l'émission que les autres ont émis pour notre compte pour fabriquer les matières premières, qui sont finalement les étapes de fabrication les plus impactantes, voire les articles que nous importons. Donc l'empreinte totale de la France est plutôt autour de 700, 750 plus récemment. Donc il est très clair que l'économie circulaire, et d'ailleurs le dernier rapport du Programme des Nations Unies pour l'environnement, qui vient de paraître cette semaine, pointe pour les pays développés l'économie circulaire comme étant une source de réduction très importante pour eux, parce que, entre autres, ils peuvent taper pleinement sur ces fameuses émissions de consommation. Pour un pays comme la Suède, par exemple, c'est 90% des émissions de consommation par rapport aux émissions directes, sont extrêmement importants. Donc, youpi, on pourrait se dire que tout va bien. En fait, tout va mal. Aujourd'hui, dans plus de la moitié des entreprises du secteur du recyclage, que ce soit d'ailleurs dans les matières plastiques que dans les matières métalliques, tout simplement parce qu'en effet, le prix des matières vierges est tombé tellement bas qu'aujourd'hui, même certaines matières plastiques recyclées, et pas des moindres, prenons par exemple le PET bouteille recyclée, arrivent à des prix de revient qui est supérieur au prix de vente des matières premières vierges aujourd'hui. Vous imaginez un petit peu la catastrophe. Donc on est quand même dans une situation très critique, mais ce n'est pas le seul secteur qui souffre. Dans d'autres secteurs aussi, il y a pas mal d'écarts. Et c'est d'autant plus dramatique que quand on revient un peu quand même au fond du débat, on n'en est pas aujourd'hui à demander à l'industrie de faire des progrès marginaux en termes d'empreinte carbone. Je dirais ce débat-là, il a démarré en 92, il a produit un découplage relatif, mais je dirais aujourd'hui, il faut le finir, il faut le clore ce débat. Le découplage relatif n'est pas la solution aux 2 degrés. Là, on parle d'un découplage absolu, en fait, des activités industrielles, des activités économiques. C'est quand même pas du tout la même échelle. On ne parle pas d'un moins 20% par rapport à un PIB, on parle de moins 20, moins 40% en absolu, puis ensuite de facteurs de réduction de 2 et de 4. Donc il faut bien imaginer qu'aujourd'hui, tout ce sur quoi nous travaillons aujourd'hui n'est pas du tout dans cette lignée-là. En fait, on est encore aujourd'hui malheureusement sur du marginal. Et ça, c'est assez inquiétant parce que, comme le soulignait très bien Christian de Pertuis, l'externalité totale climat de l'activité économique est de 1000 milliards. Or, on nous parle aujourd'hui de 100 milliards. On nous dit, tiens, on va faire un petit fonds, 100 milliards, sympathique, pour faire un transfert nord-sud. Mais on fait quoi du reste? Alors on dit, oui, mais en mettant un prix du carbone, ça va suffire, les pays vont mettre en place un système de taxes et d'encouragement. Mais du coup, il va y avoir des applications différenciées, et donc des mouvements, des délocalisations d'activités ou de relocalisation d'activités au petit bonheur la chance. Donc on n'est pas du tout dans cet esprit-là, quoi. Et la question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est de dire, attention, on va devoir mettre en œuvre des instruments économiques qui sont des instruments extrêmement puissants. Or, si vous avez peur de lever 100 milliards, comment vous allez faire pour lever 1000 milliards? La grande question, c'est qu'aujourd'hui, on ne fait pas beaucoup de psychologie, en fait, des instruments économiques. Il faudrait quand même en faire. Je vais vous donner un autre exemple qui fait tellement moins peur. Vous prenez un baril de pétrole. Vous voyez tout ce que c'est. 159 litres, c'est à l'époque de Rockefeller qu'il avait été défini. En fait, c'est le baril de Pennsylvanie. Ce baril de pétrole, quand on l'extrait, on est à peu près certain, on est même certain qu'il va émettre 400 kg de CO2. Un baril égale 400 kg de CO2, qui servent à chauffer un bâtiment, à faire rouler une voiture, à fabriquer des matières plastiques, qui ensuite, de toute façon, finiront une fois ou l'autre en combustion. Donc, de toute façon, on est certain de ça. 400 kg de CO2 multiplié par, allez, prenons une valeur sociale du carbone à 25 $ la tonne, c'est pratique. Ça fait 0,4 par 25, ça fait 10 $. 10 $. 10 $ pour un baril qui en vaut aujourd'hui 42, 45. Voilà. L'externalité carbone du baril de pétrole, c'est 10 $. Voilà. Là, on commence déjà à appréhender une somme qui se dit « Ouais, mais 10 $, finalement, c'est pas si gros que ça. » 10 $. Nous, les industriels, là, dans cette salle, est-ce que demain, si le baril passe de 42 à 52, est-ce qu'on est mort? Question.
Qui est mort? Personne. Bon. Et il a été beaucoup plus haut. OK. Alors, pendant qu'on y est, on peut appliquer ça au charbon. On ne parlera pas de tonnes équivalent pétrole pour le charbon, mais on parlera de barils équivalent charbon, barils équivalent pétrole. Bon, ça ferait un coût, au lieu de pas 10, mais à peu près de 13. Et si on le met au gaz, ça ne fait pas 10, mais ça fait 7. C'est logique. Bon, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on applique tout ça? C'est-à-dire, imaginez qu'on applique un droit d'accise, c'est-à-dire qu'on demande aux extracteurs de ces ressources. Lorsqu'ils extraient un baril de pétrole, au lieu de le mettre sur le marché à $40, de le mettre à $50 et de redonner $10 à un organisme international. Imaginons qu'on fasse ça, sur ces 3 ressources-là. On lève, c'est pas compliqué, on lève 300 milliards pour le pétrole, et on lève 1000 milliards pour le pétrole, le charbon et le gaz. Tiens, c'est drôle, c'est bizarre, on tombe exactement sur le même chiffre, 1000 milliards. On lève 1000 milliards sans perturber l'économie. Voilà. Et là, quelque part, on est sur déjà un instrument économique qui va pouvoir se nourrir de vrais cash annuels sur 1000 milliards. Alors après, qu'est-ce qu'on en fait? Quand on a 1000 milliards, on peut penser à des instruments économiques qui ont de la puissance. Là, typiquement, on peut faire de la sanctuarisation. Le parc de Yasumi en Équateur, on aurait pu le bloquer. On ne l'a pas bloqué aujourd'hui, mais on aurait pu le sanctuariser. On peut faire des vraies politiques d'adaptation pour les pays du Sud. Donc on peut faire toute une politique Nord-Sud très importante. Et puis évidemment, on peut financer la transition facteur 2, facteur 4 pour les pays développés, parce qu'en fait, elle reste aussi à faire. Elle va demander énormément de moyens. Et là, il y a plein de solutions. Vous avez même des gens comme France Stratégie, par exemple, qui est quand même pas n'importe qui, c'est le service du Premier ministre, qui a émis la possibilité de financer, de cofinancer des programmes bas carbone par l'émission de certificats de réduction d'externalité carbone. Chaque tonne non émise, vous touchez un certificat, vous le portez à votre intermédiaire financier, et celui-ci va le monétiser auprès de la BCE, parce que dans ce cas-là, la BCE rachèterait des actifs verts garantis par les États membres, dont la valeur est garantie par les États membres, et les monétiserait. Ça revient à du quantitative easing, mais pas idiot, quoi. Du quantitative easing intelligent, gagé sur des actifs. Voilà. Nous, on réfléchit, par exemple, à la Fondation 2019, sur d'autres systèmes qui peuvent venir sur l'économie de marché, comme par exemple une TVA réduite pour les produits à faible externalité. Dans ce cas-là, on pourrait prendre plus d'externalité que le carbone. Vous voyez, moi, je voudrais quand même alerter sur le fait qu'on a besoin aujourd'hui d'instruments qui nous fassent changer de trajectoire, et je n'ai pas l'impression que ce soit le fond du débat aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup. Je vais faire réagir Christian de Pertuis à ce qu'on a dit depuis le début. Quelques commentaires et sur les dernières explications également. Alors, Romain, il a dit avec des mots différents à peu près la même chose que moi, si vous voulez. Donc, je n'ai pas beaucoup de commentaires supplémentaires. Je partage complètement ce qui vient d'être dit. C'est-à-dire que tant qu'on a les règles économiques dans lesquelles on vit, on n'a pas les bons prix, on n'a pas les bonnes valeurs. Donc on ne peut pas faire les mutations à la vitesse à laquelle on doit les faire. Je voudrais peut-être juste rajouter un point qui me semble important, et puis peut-être pour ramener un peu sur le débat aussi sur qu'est-ce qui se passe au Bourget, si vous voulez. Parce que, au fond, dans une négociation internationale, quand vous représentez les vieux pays industrialisés dont nous faisons partie, on peut dire beaucoup de choses. Et on en dit, on ne se gêne pas pour en dire, surtout en ce moment du reste. Il ferait peut-être mieux d'en dire moins. Enfin bon, ça c'est un autre problème. Tout le monde extérieur nous écoute d'une oreille très discrète. Alors, il y a bien longtemps que les Chinois, les Indiens et les Africains, ils savent bien que ce n'est pas les Européens qui ont eu pendant longtemps l'idée qu'ils allaient diriger le monde, qui ont des universels. Qu'est-ce qu'ils font les autres? Ils regardent ce qu'on fait. Ils regardent ce qu'on fait. Ils n'écoutent pas ce qu'on dit, ils regardent ce qu'on fait. Et je pense qu'un enjeu absolument majeur, si on veut être un tout petit peu crédible, il faut très vite démontrer qu'on peut écraser nos émissions de gaz à effet de serre, ce qu'il a appelé découplage absolu, sans perdre notre niveau de vie, et même probablement en ayant une société dans laquelle il fait mieux vivre. C'est ça le vrai enjeu pour nous de la transition énergétique sur le plan international. Vous voyez, c'est pas de savoir si on est à moins 20, moins 40 dans les règlements européens, si l'article 242, il n'y en a pas 242, mais si l'article 70 de la loi sur la transition énergétique est en conformité. Non, c'est pas ça. Le truc, il est simple. Si on veut y arriver,
Il faut démontrer très vite qu'on peut changer de paradigme, effondrer nos émissions de gaz à effet de serre sans pénaliser notre niveau de vie. Sinon, on n'est pas crédible. Et si on n'est pas crédible, eh ben, il ne faut pas s'attendre à ce que les pays émergents qui sont engagés dans une formidable histoire de développement économique, ils vont changer de trajectoire. Ce serait fou. Ce serait fou, si vous voulez. Bon, je ne parle pas des pays, mais ça me paraît très important. Bon, ce qui a été dit sur les autres intervenants, moi je trouve ça tout à fait intéressant. Myriam, elle vous dit un truc sur les certificats d'économie d'énergie. Ben, il faut aller beaucoup plus vite. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire quoi aller beaucoup plus vite sur les certificats d'économie d'énergie? Pour ceux qui connaissent un tout petit peu le système, il faut mettre une contrainte beaucoup plus forte. Il n'y a pas de mystère. Si vous mettez une contrainte beaucoup plus forte, vous avez le prix du certificat d'énergie qui va s'envoler, vous êtes beaucoup plus incitatif. Ce qu'on dit, alors l'assureur, j'étais très intéressé par ce qu'a dit l'assureur, mais il y a un truc qu'il n'a pas dit quand même. Je vais me permettre d'être un peu provocant, hein, je crois que c'est un peu pour ça qu'on m'a invité du reste. C'est pas l'assurance qui va nous donner l'assurance contre le changement climatique. Hein, parce qu'on sait très bien qu'en cas de dommages importants, il y a un peu la réassurance derrière qui fait un peu le boulot quand ils ne peuvent plus, mais très vite la réassurance elle ne peut plus, donc on se tourne vers les États. Oui, hein, et ce point est très important. Enfin, je ne veux pas du tout le faire. Non, mais ce que je disais tout à l'heure sur le fait que notre bilan était capable parfaitement de répondre aux pics, etc., c'est quand on reste dans les plus de degrés. Voilà. Ce que j'ai bien dit tout à l'heure, c'est qu'au-dessus de plus de degrés, on rentre dans des zones où on ne sait plus si économiquement le modèle de l'assurance permet de répondre, et à plus 5, on est sûr que ça ne marche pas, à plus 4, on est sûr que ça ne marche pas du tout. Il y a eu des études qui ont été faites là-dessus très précises. Je rappelle quand même que si vous habitez en Floride, vous n'êtes plus assurable dans une partie du littoral, et que lorsque les digues pètent dans la Nouvelle-Orléans, on se tourne vers l'État fédéral. Hein. Donc, c'est pas du tout pour nier le rôle des assureurs, mais je veux dire, on est bien sur une problématique d'un dérèglement tel que c'est pas la somme des bonnes volontés des acteurs privés qui peut y arriver tout seul. Il faut qu'il y ait autre chose. Ça, je crois que c'est très important de se dire. Ça n'enlève rien au fait que, en même temps, et moi j'ai bien aimé ce qu'a dit mon voisin de droite, Bertrand, en même temps, la capacité d'innovation, y compris dans l'industrie de l'assurance, mais y compris même peut-être que la grande distribution va devenir innovante, hein, ça c'est une nouveauté quand même. Hein, vous voyez bien, le rôle des entreprises, c'est évidemment d'avoir cette capacité d'innovation, mais elle pourra réellement faire ce grand décrochement, je crois, si elle a les bonnes incitations, et ces bonnes incitations, ça passe par un changement du jeu des règles économiques qui aussi va nous obliger, dans nos entreprises, à changer nos business models. Oui, vous pouvez. Vous avez le droit d'applaudir, pas de problème. On va vous donner la parole puisque vous avez envie de vous exprimer d'une manière ou d'une autre. Je voudrais juste qu'on commence avec Jean-Pascal Famba, je vous donne la parole après, hein, qui est secrétaire général de Solaire Direct, membre d'Entrepreneurs d'Avenir, et qui va nous parler également de l'initiative Terawatt. Vous avez peut-être suivi cette réunion lundi après-midi, juste après l'ouverture de la COP, qui a lancé un vaste mouvement pour défendre le photovoltaïque dans le monde. Jean-Pascal. Merci Jean-Louis. Effectivement, je suis venu ici pour vous témoigner d'une aventure d'entrepreneur, d'une aventure qui a commencé il y a un peu moins de 10 ans, où nous avons constitué cette société Solaire Direct pour, avec une mission qui était très claire dès l'origine, apporter l'électricité solaire à tous. Comme vous le savez, nous avons vécu en France et en Europe une ère tout à fait particulière qui était celle de l'électricité solaire subventionnée. Et en tant qu'entrepreneurs, nous-mêmes, on a quand même considéré que la subvention, c'est très bien, mais c'est extrêmement dangereux parce que ça a vocation à disparaître. Et qu'à un moment ou à un autre, il faut s'habituer à autre chose. Il faut être innovant, il faut aller penser à la compétitivité du solaire par rapport à autre chose. Ce qu'on a fait dès 2009, c'est qu'on s'est implanté dans 3 pays qui sont des pays où il n'y a pas de subvention. Le Chili, l'Afrique du Sud et l'Inde.
alors que toute l'Europe était encore en train de subventionner largement ces 3 pays, et en particulier l'Inde. En Inde, en 2011, il y a eu des systèmes d'appel d'offres, et on a franchi la barre des 7 roupies 49, entre 7 roupies 50 pour l'électricité solaire, ce qui a été un séisme dans le monde indien, puisque The Hindu a titré Solaire Direct, entreprise française PME, start-up, apporte l'électricité solaire au common man, ce qui est pour les Indiens quelque chose d'absolument exceptionnel. Et ce qui les a fait rentrer dans une autre idée, qui est de dire maintenant le solaire, c'est véritablement une énergie qui est capable d'alimenter notre croissance économique et de permettre à l'Inde d'être la première grande économie du monde à faire sa révolution industrielle de manière non carbonée. Ce n'est pas exactement ce qu'ils disent dans la négociation en ce moment, mais ce que je vais vous expliquer, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Alors évidemment, pour le moment, on n'a pas encore atteint complètement l'objectif, puisque l'objectif, c'est de faire de l'électricité solaire une électricité qui soit moins chère que l'électricité charbon en Inde. Il y a un peu de chemin, mais on n'en est pas si loin que ça. J'évoquais le 7,49 tout à l'heure. Aujourd'hui, on en est à 5,63 et le charbon, il est à 5. Donc on est véritablement sur la voie. Si on arrive à battre le charbon, à ce moment-là, on permet à l'Inde d'être la première grande économie à faire une révolution industrielle non carbonée. Simplement, maintenant, il va falloir accélérer le processus et le mettre à la taille des enjeux. Et les enjeux, ce sont les enjeux climatiques. Et ces enjeux, ils sont absolument considérables. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait en tant que petite entreprise, encore une fois. Alors, depuis, entre-temps, on a été racheté par Engie, donc ça aide aussi un petit peu. Mais, et d'ailleurs, de ce point de vue-là, je voudrais absolument saluer le rôle tout à fait particulier que Gérard Mestralet et Isabelle Cocher ont dans tout l'ensemble de cette initiative, parce que Engie était véritablement une entreprise qui s'est engagée dans la transition énergétique. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on est en train de faire? On a convaincu les Indiens. Alors, le Premier ministre Modi avait déjà eu l'idée, mais on a convaincu les Indiens de formaliser, lors de la COP21, donc lundi dernier, une alliance solaire internationale. Et cette alliance solaire internationale a été effectivement annoncée dans le cadre de la COP par le président Hollande, le Premier ministre Modi, Ban Ki-moon. C'est quoi l'Alliance solaire internationale? L'Alliance solaire internationale, c'est 122 pays qui ont des territoires entre les tropiques du Cancer et les tropiques du Capricorne, qui vont s'allier pour faire quoi? Pour pouvoir amener 1000 milliards de dollars d'investissement, et on retombe sur des 1000 milliards, c'est amusant d'ailleurs, 1000 milliards de dollars d'investissement dans les énergies, en solaire photovoltaïque dans ces pays-là. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ça? La ressource solaire, la zone intertropicale, on ne peut pas dire qu'ils en manquent. La technologie photovoltaïque est archi connue, archi bancable, archi assurable au passage, et on ne peut pas dire qu'on en manque non plus, et s'il faut scale up, on scale up. La finance, on était ici le 22 mai dernier au Climate Finance Day. Le sous-titre de Climate Finance Day, c'est « How to shift trillions ». Les milliers de milliards de dollars sont disponibles sur les marchés de capitaux pour pouvoir être investis dans la transition énergétique. Donc, qu'est-ce qui manque aujourd'hui? Il manque un cadre réglementaire commun. C'est-à-dire qu'il faut que chacun de ces pays adopte des réglementations, mais pas des réglementations macro, des réglementations micro. Comment on fait un permis de construire? Comment on a une étude d'impact environnemental? Comment on se raccorde au réseau? Comment on vend de l'électricité à un client local? Des réglementations micro, un marché commun micro, qui va permettre à l'ensemble de ces pays de créer un grand marché commun, de faire réduire encore les coûts à hauteur de ce qui est nécessaire pour battre les énergies fossiles. Et effectivement, s'il y a un prix du carbone, on ira encore plus vite dans cette bataille, mais cette bataille, elle est engagée. Nous avons créé Terawatt Initiative, qui est une organisation non gouvernementale sans but lucratif, qui a pour vocation à organiser le dialogue des parties prenantes, que ce soit avec les gouvernements de l'ISA, de l'Alliance solaire internationale, ou entre les acteurs privés, qui sont les acteurs de l'énergie, les acteurs industriels, les consommateurs d'électricité et les financiers.
Et ce que je voulais simplement dire, c'est qu'une petite entreprise peut avoir une vision macro et que maintenant qu'on a créé TerraWattage Initiative, je vous invite tous à venir participer à nos travaux. Merci pour cette présentation. Merci. Vous prouvez que le soleil donne effectivement beaucoup d'énergie. Christian de Pertuis, je vous voyais prendre beaucoup de notes, cher ami. Moi, je pense que c'est formidable ce qu'il avait dit. Bon, je ne veux pas casser l'ambiance, mais il y a beaucoup de choses devant nous. Bon, moi, je partage complètement ce que tu viens de dire, notamment sur le rôle de Mestralet et consorts qui sont très pushing sur ces questions-là. Bon, le chemin à parcourir est énorme quand même. Il est énorme parce que ce que tu n'as pas dit tout à fait quand même, c'est que derrière le développement du solaire, il y a des coûts des réseaux, quoi. Donc, bon, mais bon, on ne va pas rentrer dans des débats de second ordre. Je pense qu'effectivement, on voit bien que la grande transformation, elle est possible, et sous l'angle purement de l'économiste du climat, je dirais, il y a deux variables absolument déterminantes. Un, c'est le temps. C'est que le concept de transition énergétique, il est vachement ambigu sous cet angle-là. Si on a une transition énergétique avec une contrainte climatique, ça veut dire qu'il faut sortir beaucoup plus rapidement des fossiles que si on n'a pas cette contrainte. Ça veut dire que si on regarde, excusez-moi, je vais jouer 30 secondes le rôle du prof, si on regarde cette transition énergétique par rapport à toutes les transitions énergétiques qu'on a fait dans l'histoire de l'homme, c'est la première révolution énergétique dans laquelle il ne va pas s'agir de rajouter des nouvelles sources d'énergie. Il va falloir muter complètement le système énergétique en sortant très rapidement les fossiles. C'est pour ça que moi je crois qu'on ne peut pas y arriver sans prix du carbone, tu vois. Même s'il y a du dynamisme là, je pense qu'on ne sera pas dans le bon rythme. Puis un autre facteur, c'est le facteur spatial. Et le facteur spatial, c'est que paradoxalement, aujourd'hui, je ne connais pas très bien l'Inde, je connais même pas du tout l'Inde, mais j'ai un peu travaillé sur quelques cas en Afrique subsaharienne. Paradoxalement, le fait que ces pays n'ont pas tous les infrastructures qu'on se traîne avec nous, ça peut être un formidable avantage compétitif, parce qu'on ne va pas s'emmerder enfin, excusez-moi de mon vocabulaire qui n'est pas tout à fait adapté, mais on ne va pas repasser par toutes ces contraintes abominables de réseau, etc. Vous voyez bien qu'en France, si vous voulez développer du solaire à grande échelle, le problème, c'est que notre réseau électrique, il est conçu pour dispatcher la production de 48 réacteurs nucléaires. Bon, ça passe pas. Bon, quand vous êtes sur l'électrification en zone rurale en Afrique, c'est différent. Moi, il y a un point que j'aimerais bien te poser comme question, c'est je vois complètement comment ça marche très vite en milieu rural. Je vois moins bien comment ça marche très vite pour faire face à l'urbanisation. Parce que là, il y a vraiment une urgence d'apporter les services énergétiques à l'urbanisation, et je ne vois pas comment on peut le faire au tempo exigé avec les énergies renouvelables. Mais peut-être que je ne vois pas tout. Alors, peut-être une toute petite réaction sur la question des réseaux. Effectivement, d'abord, il y a une question occidentale, enfin au nord-sud. Au nord, les réseaux existent, il faut les faire évoluer. Et en réalité, dans un premier temps, nos gestionnaires de réseau ont trouvé que c'est très, très difficile à faire évoluer. Et en réalité, ils se sont rendus compte que leur réseau était beaucoup plus résilient qu'ils le croyaient. Et donc, on peut en faire beaucoup plus que ce qu'ils pensent. Enfin, ce qu'ils pensaient initialement. D'ailleurs, ils sont devenus assez d'accord avec ça, notamment ERDF. Deuxième chose, pour ce qui concerne l'Inde et plus généralement la question de l'urbanisation, puisque l'Inde est un pays qui est relativement dense et qui a une population qui est très, très forte, effectivement, d'abord, ils ont assez peu de réseaux, donc de toute manière, quelle que soit la solution énergétique qu'ils vont adopter pour pouvoir faire leur révolution industrielle, ils vont devoir en créer. Donc cet investissement, il va se faire. Simplement, il se trouve qu'avec les productions qui sont décentralisées de type solaire, vous avez des coûts de réseau qui sont beaucoup moins importants et surtout qui sont totalement adaptables en fait aux situations. Et les grands centres urbains peuvent être alimentés par du solaire aussi. Alors, encore une fois, le solaire ne fera pas tout, ne fera pas 100% de la production, on est bien d'accord, mais il peut alimenter très fortement l'ensemble d'une économie avec des réseaux qui ont été développés, qui sont moins lourds que les réseaux excentralisés.
et répondre aux besoins urbains. Alors, ça ne c'est certainement pas à l'intérieur des villes que la production se fera, bien sûr, mais il y a quand même largement de l'espace. Et on sait qu'avec 0,2% d'un territoire d'un pays, type comme la France, on arrive à alimenter la totalité de la France en termes de puissance, en termes d'énergie, pardon. Donc, c'est faisable. Attendez, je vais donner la parole à Romain Ferrari après, et puis je vous donnerai ensuite. On reste sur le même sujet, hein, on est d'accord. Voilà. Oui, le sujet de l'énergie, c'est un bel exemple, puisque n'oublions pas qu'au niveau mondial, la première source d'émissions de CO2, c'est la production d'électricité, hein, mais je précise bien au niveau mondial. Il y a deux aspects qu'il ne faudra quand même pas oublier, parce qu'on a malheureusement abordé ces sujets sous l'angle des externalités carbone, mais on oublie en fait les autres aspects des externalités. Alors, ça peut être de façon très positive. Aujourd'hui, on considère que l'indicateur carbone est finalement un indicateur proxy pour d'autres externalités. C'est-à-dire que quand il va dans le bon sens, il tire les autres dans le bon sens. C'est le cas typiquement de la pollution atmosphérique, hein, donc avec des impacts sur la santé, mais aussi sur les productivités agricoles, etc., etc. Donc ça, c'est plutôt très positif. C'est malheureusement des choses qu'on ne prend pas en compte. Mais par exemple, il faut juste savoir que quand vous faites 1 km en voiture, ça vous coûte 0,5 € par kilomètre. Ça, c'est le coût direct. Prix de la voiture, prix du carburant, patati, patata. Mais aussi, vous avez 0,50 € d'externalité. Hein. Vous avez autant. Alors, le climat n'en est qu'une petite partie. Hein. Il y a beaucoup de choses qui dépendent des infrastructures qu'il faut construire. Quand on met une voiture de plus, par exemple, il faut 2500 mètres carrés. Bon. On va retrouver un petit peu des choses comme ça sur l'énergie. Alors, il y a des choses positives, donc il y a des gains d'externalité très positifs, mais aussi des biais très négatifs. Il ne faut pas oublier que le retour énergétique d'investissement sur certaines énergies n'est pas toujours le même. Pour extraire 100 barils en Irak, il faut en dépenser 1. Pour extraire 3 barils en gaz de roche-mère, en huile de roche-mère, en pétrole de roche-mère, il faut en dépenser 1. Vous voyez, on est un nœud ROI de 1 sur 100 et 1 sur 3. Et bien, il se trouve qu'il faut faire très attention parce que dans les énergies renouvelables, le retour d'investissement énergétique n'est pas bon au départ. Hein. Il est de 1 sur 4, 1 sur 5, 1 sur 7. Alors, ça dépend des technologies. Donc, faisons attention à ça, c'est qu'une mutation brutale vers ces énergies va consommer beaucoup d'énergie. Il ne faut pas l'oublier. Ensuite, l'intensité métallique par kilowattheure produit est 10 fois le plus. Quand vous produisez 1 kWh thermique, voiture, chaudière, vous regardez quelle est la consommation d'acier, entre guillemets, par kilowattheure. Alors, c'est très petit, hein, mais il y en a quand même. Eh bien, aujourd'hui, il ne faut pas oublier qu'en renouvelable, on est 10 fois plus. 10 fois plus. Donc, il faut quand même faire très attention. Ces mutations-là ne seront pas toutes seules. Et penser aujourd'hui technologie de production d'énergie renouvelable sans penser à une économie très circulaire, il faut oublier. Le dernier livre du Goubardi le rappelle très très bien. Et il y en a d'autres ouvrages, il ne faudrait pas attendre de les lire avant de le prendre en compte, parce que c'est complètement indissociable. Prenez le néodyme, vous ne faites pas un aimant aujourd'hui d'éolienne, hein, néodyme, fer, bore, sans néodyme. Regardez dans quelles conditions il est extrait, le néodyme. Allez voir en Chine du Nord comment il est extrait. C'est hallucinant. Hein, et c'est du renouvelable et c'est du vert. Donc faisons très attention. Il y a du positif, il y a du négatif, faisons attention. Monsieur, voilà, sur le même sujet, hein, et puis on passera à autre chose après. Oui, je voudrais revenir un peu sur l'Inde. Il se trouve que je suis gérant d'une société coopérative qui, entre autres choses, fait des projets dans le solaire avec l'Inde. Je regrette de l'annoncer, Monsieur Pascal, que je vais essayer il n'y a pas très longtemps. J'ai des entrepreneurs en Inde qui ont du terrain, qui peuvent trouver le PPA. Et je vais interroger Solaire Direct par personne interposée. On m'a dit qu'on vient d'être racheté par Engie. On a autre chose à faire. Si, je vais. Hein? Donc, on m'a dit grosso modo qu'on ne pouvait pas donner suite à ces projets parce que Solaire Direct était trop occupé à la suite de cette fusion. Donc, je viendrai vous voir après. Mais je remercie Romain pour les remarques, parce que je viens, entre autres, d'intégrer dans ma société qui s'appelle Métamorphose
quelqu'un qui travaille beaucoup sur l'innovation et lui, il vient de me dire que quand on fabrique des panneaux solaires, l'énergie qui est requise pour la fabrication, on ne la récupère pas sur la durée de vie. Je ne sais pas si c'est juste ou pas, mais il y a quand même ce problème. Donc je pense que Romain a raison de l'évoquer. Je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin sur le calcul d'énergie grise. Deuxièmement, hier soir, je vais organiser un débat avec 2 représentants des ONG très importants indiens. Le premier, c'est Terry, the Energy and Research Institute. Et le deuxième, c'est le Center for Science and Environment. Et il en est ressorti la chose suivante, c'est que l'Inde a déclaré des contributions intended nationally determined contribution beaucoup moins ambitieux que ce que le pays va réellement faire. Donc, ils vont faire beaucoup mieux. Et ils ont estimé que c'était à peu près vrai pour la plupart des pays. Autrement dit, le processus bottom-up dans lequel on s'est inséré est un processus qui est très peu ambitieux par nature. Voilà. Et donc, ils ont dit de toute façon, jusqu'à 2030 au moins, on va utiliser le charbon en Inde. Donc, se pose quand même le problème, c'est qu'aujourd'hui, les émissions des pays développés sont en train de diminuer ou sont stabilisées, et c'est la Chine et l'Inde qui continuent à émettre. Donc, reste le problème de qu'est-ce qu'on va faire avec tout ce CO2. Et moi, je pense que la séquestration n'est pas la solution, parce que ce n'est pas un business model qui est acceptable pour la plupart des entrepreneurs. Alors, on va peut-être répondre à la question sur le solaire, parce que là, si on part sur la séquestration, là, on va... Je termine avec une phrase, monsieur. Oui, allez-y. Donc, je pense que la solution, c'est d'explorer les utilisations possibles du CO2, et il y en a. Il y a un gros projet qui vient d'être commencé à Marseille-Fosse, sous Power-to-Gas, méthanation, et je pense qu'il faut explorer la méthanation. Merci. Merci, voilà. Alors, une réponse rapide, et puis on passe à un autre sujet après. Parce que, bon. Alors, rapidement sur le solaire. Première chose, effectivement, la question des énergies grises, elle est évidemment intégrée dans notre réflexion. Sur les technologies que nous utilisons, alors il y a différentes technologies de solaire photovoltaïque, il faut le savoir. La technologie la plus courante, qui est la technologie du silicium cristallin, est la technologie dans laquelle il n'y a pas de terres rares, d'une part, et d'autre part, le payback time énergie, il est dans l'ordre de 2 ans, ce dont vous parliez tout à l'heure, et au passage, le payback time carbone, il est de l'ordre de 2 ans aussi. Sur la question de l'utilisation du métal, les nouvelles méthodologies de fabrication de modules qu'on appelle les 1500 volts, vont nous amener à faire du bivaire non framé, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y aura pas de cadre. Et donc, il y a une utilisation moindre. Et d'une manière générale, en fait, l'ensemble de nos systèmes sont éco-conçus. Ils sont à 98% recyclables, 99% valorisables, 1% de déchets ultimes. Alors, juste avant, un dernier mot avec Christine Barguin, voilà, sur ce même thème. Oui, enfin, moi, je ne voudrais pas qu'on focalise uniquement sur le prix du carbone, solution à tous nos problèmes. D'abord, même, vous l'avez évoqué, l'environnement juridique, l'écosystème réglementaire n'est pas adapté aujourd'hui au développement. Enfin, nous, on le connaît très bien sur le véhicule électrique. On travaille avec le gouvernement français. On fait évoluer peu à peu les réglementations. Il y avait même des réglementations dans des villes qui empêchaient de garer un véhicule électrique dans les parkings parce qu'il y avait des risques d'incendie. Donc, vous voyez, les grains dans le sable, ils ne sont pas uniquement sur le prix du carbone, et il faut avoir bien ça en tête et ne pas focaliser en pensant que la pierre philosophale est dans un prix du carbone, même si je partage le fait que c'est important. La deuxième chose, c'est que je ne voudrais pas qu'on focalise sur le solaire et qu'on focalise sur l'électricité, parce que l'économie d'énergie passe aussi par la chaleur. Et sur la chaleur, la production de chaleur, monsieur l'a évoqué sur le méthane, mais notamment les biodigesteurs, etc., produisent du méthane qui peut servir à alimenter même des véhicules et pas seulement du chauffage.
Il y a toute la ressource de la biomasse qui est particulièrement vertueuse dans une économie circulaire, c'est-à-dire vous avez une filière bois qui peut être parfaitement s'adapter au changement climatique en termes de biodiversité, créer de l'emploi, créer du développement notamment dans l'habitat, et que c'est en travaillant tous ensemble sur les acteurs, sur ces chaînes, et concevant, et là, à la limite, il faut que les acteurs soient ensemble. Et il y a des choses formidables à faire et vont vite. Si vous voyez l'évolution de la filière bois en France et des forêts, en à peine 10 ans, on a changé complètement. On peut s'alimenter à 100% en papier responsable, c'est-à-dire ici régérer durablement. Il y a une filière de recyclage en France qui se porte bien, avec une filière logistique qui est vertueuse et de proximité, donc qui limite les émissions carbone. Donc on pourrait le faire sur les déchets électriques et électroniques. Donc aujourd'hui, c'est plus une mobilisation des acteurs et en local, avec le gouvernement, les différents éléments de la chaîne de valeur qu'il faut réussir pour accélérer. Bon, certes, le prix du carbone peut être un instrument de financement, mais je pense que vous avez assisté comme moi à la finance durable. On sait qu'aujourd'hui, les investisseurs ont une appétence de green bond, qu'aujourd'hui, la plupart des investisseurs souhaitent verdir leur portefeuille, que la plupart des banques ont mis des critères ESG, les assurances aussi. Donc aujourd'hui, il y a une démarche qui est très positive et qui peut s'accélérer, qui s'accélère. Enfin, je ne suis pas de la dernière pluie. Donc on a commencé à parler de ça en France dans les années 70. Aujourd'hui, enfin, on voit les choses s'accélérer, y compris sur les haies, sur l'agroagriculture, sur le bio. Et tout ça est dans une démarche vertueuse. Maintenant, on explore une forêt inconnue. Donc, il y a des essais-erreurs. C'est normal. Il faut continuer le progrès, s'améliorer. Et comme vous disiez, voilà, rien n'est parfait. Il y a des inconvénients qu'il faut continuer. Le véhicule électrique n'est pas la solution à tout. Il faut l'améliorer. Et donc, tout ça est une démarche d'amélioration continue où tous les acteurs doivent se mobiliser. Et il ne faut pas se dire, bon voilà, on attend de la solution de la COP la pierre philosophale. Il faut continuer l'action. La COP ne peut que nous aider. Voilà. Monsieur. Oui, moi je voulais revenir sur les biocarburants, parce que c'est peut-être très intéressant parce que la substitution du pétrole, mais c'est une vraie catastrophe au niveau des cultures vivrières. Parce que planter quelque chose pour faire du biocarburant, c'est un non-sens, parce qu'il y a des pays, en Amérique du Sud, je crois en particulier, où il y a des problèmes de nutrition, parce qu'on fait du soja pour faire du biocarburant. Alors, Christine Marguin, je réponds aussi. Là c'est encore, il ne faut pas jeter l'opprobre sur tout. Effectivement, si vous faites des cultures et vous immobilisez des terres pour faire du biocarburant, bien entendu, ça pose un problème de conflit d'utilisation. Mais en France, quand on fait du méthane ou du biocarburant, on le fait à partir des déchets de l'agriculture. Et ça, c'est important, y compris les déchets de pommes de Carrefour. Voilà. Donc, c'est la manière dont on le fait qui est importante. Il n'y a pas je dirais qu'il n'y a pas de source à bannir, y compris les économies d'énergie. C'est-à-dire que nous, on a pu tester l'éco-conduite, ça peut être jusqu'à 20% d'économie. Des bons comportements dans nos sites de production et nos sites administratifs, c'est 20% aussi. Donc tout ça, concourt à la transition énergétique et tout le monde peut faire un petit quelque chose. Oui, mais je pense qu'il y a un phénomène d'échelle, parce que ce que veut faire l'Europe représente, je ne sais pas, 10%, quelque chose comme ça. Si vous avez le Brésil ou les problèmes avec l'huile de palme, ça casse tout l'équilibre. Hein. Parce qu'il faut raisonner mondialisé, on ne peut pas raisonner Europe. Absolument. Est-ce qu'on peut faire en gros des agrocarburants sans concurrencer l'alimentation, en sachant qu'on va être encore plus nombreux dans peu de temps? Christian. Je voudrais dire peut-être deux mots sur le prix du carbone, pour dire combien je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit par Christine. C'est pas le prix du carbone qui va tout faire, c'est évident. Hein. Ça serait... Je crois que s'il y avait une solution unique qui nous tombait du ciel, on le saurait, hein, c'est ni le solaire, ni le prix du carbone. Bon. Par contre, je pense que s'il n'y a pas un changement fort d'incitation avec une tarification du carbone, on n'y arrivera pas dans les temps. Et ça, je suis formel. Pourquoi ? Parce que cette révolution énergétique qu'il faut faire, elle est inédite dans l'histoire humaine. Il ne s'agit pas uniquement de rajouter des nouvelles sources d'énergie, il faut en retirer rapidement. Deux, prix du carbone, c'est que l'un des éléments de la tarification des externalités. Et là, je souscris totalement à ce qui a été dit par Romain. Dans un grand nombre de cas, on a de la chance, ça va dans le bon sens,
puisque lorsqu'on tarifie le carbone, on fait reculer le charbon, on fait reculer... Mais ça ne va pas toujours dans le bon sens. Je vous donne 2 exemples. Quelle est la première source d'émissions de microparticules en France? Vous allez tous me dire, c'est le diesel? Non, c'est le bois. Et donc là, on est typiquement dans un dispositif où, si on tarifie uniquement la gestion forestière avec le carbone, on va faire des bêtises, hein, des énormes bêtises même, hein, parce qu'on pourrait transformer une partie de la forêt tropicale en rotation taillée à rotation rapide pour de l'énergie. Là, c'est une catastrophe écologique. Monsieur, sur les agricarburants, je voudrais dire 2 choses. La première, c'est que, bien évidemment, les agricarburants, enfin les biocarburants, parce qu'en France on appelle ça agricarburant, je ne sais pas pourquoi, dans le reste du monde on appelle ça bioénergie, mais donc le biocarburant de première génération pose des problèmes monstrueux, un peu en Europe, surtout en Amérique du Nord, hein, puisque la reconversion, l'endroit où les États ont mis le plus d'argent là-dessus, c'est en Amérique du Nord, d'abord pour répondre à un lobby agricole du reste. Bon. Sur le cas du Brésil, je serais un tout petit peu plus réservé parce que je pense que le Brésil a développé une filière tout à fait intéressante à partir de la bagasse de canne à sucre qui n'est pas en concurrence avec de la production alimentaire. Bon. Je dirais que un énorme potentiel demain sur les bioénergies, c'est tout ce qui vient du biogaz. Où là, on a vraiment des sources énormes d'énergie de demain, bio, qui peuvent rentrer dans un cycle d'économie circulaire. Et donc ça, je pense que c'est incroyablement sous-estimé, sous-développé en France. Incroyablement. C'est le biogaz, le biométhane, ça en est. Donc là encore, vous voyez, il faut vraiment traiter, je pense, le cas par cas. Mais sur le prix du carbone ne fait pas tout. Sans un prix du carbone, je pense qu'on n'y arrivera pas. Et le carbone, c'est que le premier élément de la tarification des externalités environnementales. Bon, et il faut vraiment tenir compte de tout. Je crois qu'il y a un réel problème sur les métaux quand même et les énergies renouvelables. C'est un vrai problème à terme. Voilà, merci. Je voulais donner la parole à Myriam sur cette idée qu'il n'y a pas de solution unique, que le prix du carbone existe, bien sûr, mais... Je crois que c'est extrêmement important de, évidemment, souligner l'idée du prix du carbone pour toutes les raisons qui ont été dites, mais également, donc c'est une lecture globale, macroéconomique. Si on arrivait à avoir un prix du carbone unifié et vite, ce serait génial, mais on n'y est pas. Et donc, en attendant, on ne peut pas ne rien faire. Dans cette logique-là, je crois qu'il est vraiment important de comprendre que 2 choses. D'abord, que tout compte, qu'il n'y a pas de petits efforts, parce que finalement, il ne faut pas du tout sous-évaluer ce que nous, on peut faire à notre petite échelle, parce que finalement, ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes rivières et c'est l'esprit du développement durable. Et puis qu'au-delà des États, il y a tout un tas de niveaux intermédiaires. Il y a les régions. Un Schwarzenegger est passé de rouler avec un Hummer à devenir président du R20, c'est pas rien. Les villes avec le C40 montrent l'exemple et des maires se mobilisent. Des entreprises, on l'a vu, et Christian, je te confirme que la grande distribution, j'insiste pas, mais enfin, c'est pas nos grands énergéticiens qui ont fait venir des millions de visiteurs sur leur site pour leur expliquer comment faire leurs travaux d'efficacité énergétique. C'est quand même, voilà, des gens comme Carrefour, désolé de le dire aussi crûment. Et puis, donc, au-delà des entreprises comme la Poste et toutes ces initiatives qu'on voit, il y a cette interaction finalement entre nous, ce que l'on peut comprendre, la capacité à rendre simple et mobiliser. Et au fait, nous, on a aussi, Romain faisait remarquer que le prix de l'énergie des entreprises, finalement, on devait faire avec. Je vous rappelle quand même qu'on est en France, dans un pays où, si on prend l'électricité, donc il ne faut mieux pas parler que de l'électricité. Au contraire, il faut vraiment travailler à notre mix énergétique. On est quand même le seul pays au monde aussi nucléodépendant ou dépendant du nucléaire, 77% dans la production d'énergie électrique contre 11% au niveau mondial. Donc il y a quelques questions à se poser. Si c'était une énergie idéale, j'applaudirais demain. Ce n'est pas le cas, on le sait tous. Et donc, une fois qu'on a dit ça, aujourd'hui, nos industriels, et je salue le courage de Romain, payent l'énergie beaucoup plus cher que nous particuliers, ce qui est exactement l'inverse en Allemagne. Et traduire un prix additionnel du CO2, on a beaucoup de taxes dans notre énergie, mais traduire un coût additionnel du CO2 dans le prix que l'on va payer notre énergie, ça demande certainement un peu de courage politique, mais ça commence aussi par ça, quoi. Et je crois que ça, c'est important de se dire qu'il y a des choses
qui peuvent être faites et que, évidemment, ce n'est pas sans conséquence sur le calcul des payback. Et alors là, je vous livre, parce que je pense que parfois, on a du prêt-à-parler ou du prêt-à-penser. Je ne sais pas combien de gens m'ont dit « Ah oui, mais tu comprends, les travaux de rénovation énergétique, le payback des fenêtres. » Je dis « C'est vraiment prendre le problème par le petit bout de la lorgnette et avoir un raisonnement qui ne tient pas. » Parce que tous ici, depuis 50 ans, on refait nos salles de bain, nos cuisines, mais qui s'est posé le problème du payback sur ces travaux? Personne. Le jour où finalement on a des travaux où il y a un payback, tout le monde se pose la question en prenant le plus mauvais exemple. Donc voilà, je crois qu'on doit apprendre collectivement à avoir un esprit critique et à pouvoir affirmer certaines choses et prendre certaines positions au-delà de soutenir des grandes ambitions d'envergure telles que celle du prix du carbone. Merci. Bertrand, une réflexion et puis une question. Oui, je vais rebondir sur l'enthousiasme de Myriam, parce que c'est vrai que le changement climatique, bien, je l'ai dit, hein, c'est un vrai défi, mais c'est quand même aussi super enthousiasmant. Enfin, faire des travaux d'économie d'énergie, ça peut être sympa. Savoir qu'on va avoir un bon cadeau d'achat chez Carrefour quand on fait des travaux d'économie d'énergie, c'est plutôt sympa. Ce qu'il faut aussi se dire, c'est que le prix du carbone, c'est pas la solution à tout. Ce qu'il faut, c'est avoir de l'innovation, avoir de l'envie de créer, etc. Je vais vous parler par exemple de cette pomme-là, celle qu'on distribue. Je sais que certains l'ont goûtée et l'ont trouvée très bonne. Alexandre, dans son verger à Chèvreville, m'en a parlé en début de semaine. Lui, il ne fait pas de traitement après récolte. Il a décidé de ne pas faire de traitement après récolte. Il essaie de mettre une biodiversité dans ses vergers. Il essaie de trouver des solutions locales pour ne pas mettre d'engrais. Il essaie de chercher. Et franchement, il s'éclate. Il s'éclate à essayer de trouver des solutions qui sont des solutions agroécologiques. Des solutions qui vont essayer de trouver une autre voie que l'utilisation de produits chimiques, etc. Je pense que, franchement, le prix du carbone, c'est assez, entre guillemets, austère. Et qu'il y a plein de solutions qui sont plus amusantes et qui doivent être une vraie solution au climat. Je pense que l'agroécologie, comme les économies d'énergie, ce sont de très bonnes solutions pour le climat. Donc innovons. Voilà. Merci. On va conclure avec les pommes. Je suis désolé, il y avait d'autres questions, mais on n'a pas le temps. Voilà, on doit quitter la tribune. Merci à vous et merci à tous les intervenants d'avoir...